Euh, Merci de pour m'accueillir. commencer, peut-être voilà, que tu peux te présenter un petit peu et expliquer à nos participants comment tu as découvert le pro bono dans un premier temps. Oui. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, c'est bon? Ok, parfait. Donc, je suis Olivier Renard. Je travaille à la direction RSE d'Allianz France, où je suis plus particulièrement en charge du volet social et je suis responsable du programme de volontariat d'entreprise. Alors, ta question, c'était comment on a découvert? Finalement, c'est un sujet qui est quand même ancien, le pro bono et l'engagement collaborateur, mais la vraie question chez nous, c'est finalement comment on y est allé et pourquoi on y est allé. Et au final, on y est allé parce que nos collaborateurs, tout simplement, nous l'ont demandé. On a chaque année chez Allianz France des dispositifs d'idéation, on appelle ça les innovatons. Et en 2016, on a fait un innovaton sur le sujet de la RSE. Et parmi les idées qui nous sont remontées par les différents groupes de travail et par les collaborateurs, il y avait cette idée de dire c'est très bien de s'engager auprès du monde associatif, c'est très bien d'avoir un impact social à travers des accompagnements financiers, mais nous, en tant que collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas dans le truc, on n'est pas embarqué, et donc on aimerait faire des choses par nous-mêmes avec des impacts mesurables, et on voudrait que ça soit concret. Donc proposez-nous des choses. Donc tout est parti de là. Et bien évidemment, au début, on s'est dit, mais par quoi est-ce qu'on va bien pouvoir commencer? Parce qu'il y a mille et une façons d'engager les collaborateurs. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est finalement, quels sont nos besoins? Quels sont nos besoins immédiats? Et dans le monde de l'assurance, comme dans le monde de la banque, par exemple, on a aujourd'hui une pyramide des âges qui est assez asymétrique, puisqu'on a beaucoup de gens qui approchent de l'âge de la retraite. Donc on s'est dit, ben, et pourquoi pas commencer l'engagement collaborateur par les collègues qui sont en fin de carrière, et puis leur proposer un dispositif qui leur permette de finir leur vie professionnelle au service du monde associatif. Donc on a lancé un début de catalogue avec un programme de mécénat de compétences qu'on appelle mécénat de compétences senior, et qui permet aux collaborateurs à 2 ans de la retraite de partir, ils font du mi-temps, ils vont dans une association de leur choix et ils sont uniquement dédiés à cette association, sachant que l'autre partie du mi-temps, c'est du temps libre. Et ça a très bien pris dès le départ. Ça nous a permis surtout de construire assez vite finalement un portfolio d'associations que nous avons au fur et à mesure référencées, qui sont devenues des partenaires. Alors, on les connaissait, toutes ces assos, hein, la Croix-Rouge, les Apprentis d'Auteuil, Emmaüs, etc. Mais on n'avait pas développé de partenariat, on n'avait pas de convention avec elles. Le fait de faire du mécénat de fin de carrière, ça nous a permis de construire ce socle d'associations qu'au début, on a choisi comme étant des grandes associations à portée nationale pour pouvoir justement couvrir tout le territoire. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à répertorier, à référencer des associations de taille plus modeste qui étaient soit proposées par nos collaborateurs, soit cherchées par nous-mêmes. Donc ça a été le début de notre programme. Et puis après, on s'est dit, mais OK, mais là, ça ne touche qu'une partie de la population, hein, ceux qui sont à 2 ans de la retraite. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est toucher le plus grand nombre. Donc on s'est rapproché de Pro Bono Lab et on a commencé à développer ce qu'à l'époque on appelait des marathons pro bono. Aujourd'hui, ça porte plein d'autres noms, des factories, etc. Mais la finalité est toujours la même, hein, intervenir en général en interentreprise sur une journée ou deux pour aller aider à craquer des problèmes d'association. Donc ça, c'est venu encore compléter finalement notre vision du monde associatif. Vous nous avez permis de découvrir d'autres assos, qui parfois sont devenus aussi des partenaires d'ailleurs. Mais là encore, in fine, on s'est dit ça marche bien, les gens sont super satisfaits, mais en même temps, c'est toujours les mêmes profils qui y vont. C'est plutôt des cadres supérieurs dans des fonctions qui leur permettent de se libérer du temps, et ça touche pas tout le monde. Donc d'un côté, on avait le mécénat senior qui touchait qu'une partie des classes d'âge, de l'autre, on avait les activités de Pro Bono Lab qui touchaient plutôt des gens experts. Et là, on s'est dit, non, il faut démocratiser derrière ce qu'on propose aux collaborateurs. Donc on a commencé à réfléchir à d'autres dispositifs. En fait, on a fait de l'inclusion, on a eu une politique inclusive dans le cadre de la politique d'engagement collaborateur. Et surtout, on s'est mis à l'écoute des gens. On leur a demandé ce qu'ils voulaient
ce qu'ils voulaient faire. Et là, Olivier, tu soulèves un point important, c'est qu'effectivement, c'est très important en fait de sonder les collaborateurs, de rester à l'écoute de leurs envies. Parce que voilà, bien que les bénéficiaires premiers de ce dispositif soient les associations, le but c'est que ça réponde aussi à leurs attentes à eux, à leurs envies d'engagement. Qui plus est, parce qu'au final, ce dispositif, il repose sur leur engagement. Donc, si on propose un cadre qui répond ni aux disponibilités, ni aux appétences des collaborateurs, ni en termes de causes à soutenir s'ils ne s'y retrouvent pas, ça risque de faire un flop, en fait, et ce serait dommage. Donc, je trouve que tu fais quelque chose d'extrêmement important. Tu as parfaitement raison. En fait, c'est de l'humain qu'on gère derrière tout ça. Et nous, il y a 2 points qui nous paraissent essentiels. Il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit impactant. Si les gens s'engagent sans sincérité, ça n'a aucun sens. Et si ça n'a pas d'impact positif pour les associations, ça n'a aucun sens non plus. Donc les 2 points sont importants. Et si je reprends l'exemple du mécénat de compétences seniors, qui est un engagement quand même de longue durée, quand les gens partent 2 ans, c'est important. On passe énormément de temps avec eux à comprendre ce qu'ils ont dans la tête, à comprendre leur motivation avant de leur proposer des assos. Au début, on reçoit, nous, des dizaines et des dizaines de fiches missions d'assos qui nous disent on a besoin de gens. Au début, on les publiait et on disait allez voir et choisissez ce qui vous plaît. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché d'abord parce qu'on ne peut pas tout publier et que les gens pensaient que c'était exhaustif. Donc ils disaient ah, il n'y a que ça, moi, je ne me vois pas dans aucune des missions proposées, donc je ne vais pas le faire. Et puis, d'autre part, ça ne nous permettait pas de passer suffisamment de temps à interroger les gens sur leur motivation. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup. Derrière, effectivement, ce qui est important aussi, c'est que chacun y trouve son compte. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, on constate tous, moi je discute beaucoup avec mes pairs dans d'autres boîtes, que par exemple, il y a de grosses différences entre les directions opérationnelles et les directions fonctionnelles. C'est plus facile de se libérer du temps quand on est dans des activités fonctionnelles que quand on est dans des activités opérationnelles. Il suffit d'en discuter avec les gens d'Air France, le personnel navigant, d'en discuter avec la SNCF ou la Poste. Mais c'est vrai aussi dans des entreprises de services comme nous, comme Allianz. Quand vous êtes sur un plateau d'indemnisation, vous avez plus de mal à vous libérer du temps pour vous engager. Et pourtant, ces gens-là, il faut qu'on leur propose des choses, sinon on crée une fracture sociale au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on a étoffé progressivement notre catalogue. Et aujourd'hui, ça nous a amené finalement à couvrir à peu près toutes les formes de mécénat de compétences qu'on peut proposer, de courte durée et de longue durée. Et à partir du moment où on a développé ça, on a également développé à côté une communication pour pouvoir casser des freins à l'engagement. À partir du moment où le catalogue permet de tout faire, il faut ensuite traiter l'aspect psychologique. Qu'est-ce qui fait que les gens vont s'engager ou qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas s'engager? Quelles sont les censures que les gens peuvent avoir? Quelles sont les idées reçues qu'ils peuvent avoir? Donc ça, c'est très important parce que le catalogue ne suffit pas. Il faut aller vers les gens. Et ça nous a permis, à partir du moment où on était sur tous les dispositifs de mécénat, de commencer également à parler de bénévolat. On s'est dit, c'est seulement à partir du moment où on donne l'exemple et où on donne du temps sur le temps de travail aux gens pour s'engager, qu'on peut aussi commencer à les solliciter sur le temps privé. Et là, par exemple, sur le temps privé, on a développé une autre forme de stratégie. On s'est dit, mais à qui allons-nous nous adresser? On veut s'adresser à la fois à ceux qui voudraient s'engager en tant que bénévoles et qui n'osent pas, parce qu'ils ne connaissent pas le domaine, ils sont inquiets. Et on veut aussi s'adresser à ceux qui sont engagés de longue date, mais qu'on peut aider, que l'entreprise peut aider. Donc on a monté par exemple un quiz pour les gens qui veulent s'engager, pour mieux les aider à comprendre pourquoi ils veulent s'engager et quel type d'engagement leur correspond. Et du coup, on leur pousse des offres de bénévolat qui sont personnalisées par rapport à leur appétence. Et pour ceux qui sont déjà engagés de longue date, on leur permet de faire connaître leurs assos, de publier pour compte des missions ou des articles auprès de notre partenaire tous bénévoles, et donc de donner de la visibilité sur ce qu'ils font. Donc ça c'est très bien parce que finalement, ça nous permet de faire un peu plus de bottom-up
Au début, quand on lance une politique d'engagement collaborateur, on a tendance à la piloter en centrale et à faire des propositions voilà, qui ont été réfléchies et qui sont proposées aux collaborateurs. À partir du moment où on commence à recueillir des idées en provenance du terrain, c'est qu'on a déjà atteint une certaine maturité dans sa politique d'engagement. Et donc, c'est là que ça devient intéressant finalement de faire travailler les gens sur ce que c'est que la RSE dans leur quotidien, sur ce que c'est que la RSE dans leur métier. Merci Olivier. Alors sur la base de tout ce que tu viens de nous raconter là, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager voilà, 1 ou 2 points de vigilance et peut-être 1 ou 2 victoires aux personnes qui participent? Oui, bien sûr. Des points de vigilance, il y en a plein, hein. Mais Oui, je me doute, c'est je pour ça pense que c'est que intitulé. j'en ai évoqué un là tout à l'heure, j'ai évoqué l'autocensure. On s'aperçoit que finalement, c'est beaucoup plus développé qu'on ne le croit. Alors, il y a l'autocensure des gens qui pensent qu'ils n'ont pas la qualification pour s'engager. Donc, si on leur dit, par exemple, allez participer à une Pro Bono Factory, déjà rien que le nom peut être inquiétant, hein. Pro Bono Factory, ça sonne quand même bizarre. On se dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Et est-ce que j'ai les qualifications pour le faire? Il y a de l'autocensure sur l'âge. C'est curieux, mais beaucoup, par exemple, de nos jeunes cadres hésitent à s'engager, et notamment, par exemple, sur des programmes de mentorat, parce qu'ils se disent, bah ouais, mais il vaut mieux avoir 20 ans d'expérience, ou il faut avoir une longue expérience de RH pour pouvoir tutorer des gens, etc. Ce qui est totalement fou, hein. Mais donc, ça, c'est très important d'aller vers les gens et d'avoir une politique de communication qui leur parle. Alors, quand je disais Pro Bono Factory, ça peut faire peur, mais il y a plein d'autres termes. En fait, dès que ça commence à être un peu tech, dès que ça sonne un peu exotique, bah rien que ça peut déjà être un facteur de non-engagement, entre guillemets. Après, ce qui est important aussi, c'est de faire parler les gens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut faire les plus belles communications institutionnelles du monde. Ce qui marche le mieux, c'est les témoignages. Donc, quand on lance un catalogue d'engagement collaborateur, d'abord, c'est important de le faire pas à pas. On ne met pas tous les dispositifs en même temps. Ça permet de bien communiquer sur chaque dispositif et ça permet de capter des retours d'expérience, un coup sur le mentorat, un coup sur le congé solidaire, après sur les factories, etc. Et quand on tourne des vidéos, quand on capte des retours d'expérience, en fait, nous, on va volontairement chercher les gens qui avaient peut-être des appréhensions avant de s'engager. C'est plus intéressant que ceux qui arrivent totalement en confiance. Et donc, on les fait parler, et notamment, on leur dit, mais dans quel état d'esprit vous étiez avant de vous engager, et puis comment ça s'est passé au final. Ça, c'est une très bonne manière, finalement, d'arriver à convaincre et d'arriver à embarquer les autres. C'est de montrer qu'il y a plein d'idées reçues et que derrière, en fait, la réalité est tout autre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de valoriser les gens. Au-delà de capter les retours d'expérience, il faut valoriser l'engagement parce qu'il y a plein de gens qui se révèlent quand ils vont faire du mécénat de compétences ou du bénévolat. En fait, ils ont un métier, ils ont une activité qui est quand même cadrée par les contraintes de leur métier. Et parfois, ils ont des qualités qu'ils n'arrivent pas à démontrer à travers leur activité du quotidien. Je pense par exemple à la capacité à travailler dans des ateliers d'intelligence collective, l'écoute active, la bienveillance. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se révéler dans des ateliers d'engagement solidaire et qui sont intéressants à la fois pour la personne, parce que finalement, ça lui renvoie un feedback très positif, et c'est intéressant à valoriser aussi auprès du management et de l'entourage. Donc nous, on va aujourd'hui interroger les managers des gens qui s'engagent, les collègues des gens qui s'engagent, en leur disant, mais est-ce que quand les gens reviennent d'une mission solidaire, vous sentez ils se sont épanouis, comment ils le racontent, est-ce que c'est quelque chose qui les a mis en confiance, etc. Parce que c'est une façon aussi de montrer dans l'entreprise, notamment à la DRH, que l'engagement solidaire, c'est pas du tourisme solidaire. D'abord, ça a une utilité sociale évidente, et ensuite, ça fait du bien aux gens qui le font. Ils reviennent transformés, ils amènent beaucoup de positifs dans leurs équipes quand ils reviennent d'une activité solidaire. Ils en parlent, ça rayonne. Donc ça c'est très important. Et
Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, les derniers freins, enfin les derniers, il y en a certainement d'autres, mais une fois qu'on a convaincu les gens eux-mêmes, qu'on a traité l'autocensure, les freins les plus courants qu'on peut trouver dans l'entreprise, ce sont les freins des managers de proximité. Ah, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, hein, c'est pas parce qu'ils sont pas solidaires, qu'ils sont complètement focusés sur leur boulot de manager, mais c'est simplement parce qu'il y a des injonctions contradictoires. On leur dit faut faire plus avec moins, on leur met la pression sur les objectifs, et puis en même temps on leur dit faut libérer vos collaborateurs pour aller faire des choses en dehors de l'entreprise. À un moment donné, ça peut être un tout petit peu dissonant. Donc il faut vraiment eux arriver à les embarquer, et c'est là que c'est intéressant de faire parler ceux qui ont des collaborateurs engagés. Et puis, il y a un point très important, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la communication. Si on n'embarque pas la direction de la communication avec soi, bah, les gens ne vont pas aller consulter les catalogues, ils ne vont pas prendre le temps d'aller s'inscrire à des fonctions, à des dispositifs d'engagement. Donc la DIRCOM, elle est dans une autre logique. Nous, on arrive pour communiquer sur nos sujets, mais on est noyé, vous le savez tous, dans toutes vos entreprises, j'imagine, on est noyé par les informations du quotidien. Il faut parler de l'opérationnel, des objectifs, de la stratégie, du marketing. Donc, il faut trouver sa place. Du coup, ça s'improvise assez peu. Ça veut dire que, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec la DIRCOM pour planifier des fenêtres de tir en termes de communication, avoir des places dans la newsletter, avoir des places sur le slider de l'intranet. On n'arrive pas en disant tiens, il nous faudra un truc pour demain. On le prévoit pour avoir la visibilité qui va bien et pour ne pas être en contention avec des gros sujets importants opérationnels qui pourraient venir finalement nous mettre dans l'ombre. Ça, c'est très, très important aussi. Et puis, un dernier point que je veux, plusieurs points que je veux aborder, mais il y en a un qui est important, c'est que là, on parle d'engagement collaborateur, on parle d'humain. Et vous savez bien que nos patrons, notamment dans les comités exécutifs, eux, ils aiment bien quand on leur parle d'impact. Ils aiment bien quand on leur parle de ROI. Or, autant quand on fait de la RSE sur l'environnement, c'est facile de dire on a consommé moins de papier, on a des bâtiments plus vertueux et donc on consomme moins en consommation énergétique, etc. Autant quand on parle de l'humain, c'est beaucoup plus difficile parce que derrière, il n'y a pas d'éléments de mesure aussi matériels que sur l'environnemental. Donc il faut en trouver. Et je dis, moi je dis souvent que mon unité de mesure, c'est la banane, c'est l'économie de la banane. Donc pourquoi? Ben parce que quand les gens reviennent de mécénat de compétences, ils ont la banane. Donc ça c'est une unité de mesure, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans le domaine de la qualité de vie au travail. Mesurer la satisfaction qu'ont les gens à aller sur des dispositifs d'engagement solidaire, c'est aussi montrer le bien que ça fait en termes de fierté d'appartenance à l'entreprise, d'engagement personnel, etc. Et nous, on a notre grand événement annuel, c'est la journée de l'engagement. La journée de l'engagement, c'est un Citizen Day où il y a 500 personnes qui, le même jour, sur toute la France, vont aider des assos. On va repeindre des locaux des Restos du Cœur, faire du tri avec la banque alimentaire, etc. On a un taux de satisfaction qui est supérieur à 9,6 sur 10 chaque année, on le fait. Et ça, à un moment donné, au bout de 3 ans, le COMEX s'est interrogé et s'est dit, mais il n'y a pas de dispositif dans l'entreprise, il n'y a aucune action qu'on fait qui ait un meilleur taux de satisfaction. Alors, en même temps, ça nous met un peu la pression, hein, parce que chaque année, on se dit, on ne va pas pouvoir faire mieux, donc c'est un peu embêtant. Mais en tout cas, le COMEX s'est dit, mais pourquoi ça a ce tel niveau? Et donc, ils ont voulu savoir. Et du coup, l'année dernière, ils ont participé avec nous à la journée de l'engagement. Et ils sont revenus avec le même taux de satisfaction, en disant, c'est super, il faut y aller. Donc, finalement, quand je dis l'économie de la banane, c'est ça, quoi. Ils ont vu des gens qui s'épanouissaient, qui faisaient des actions où, à un moment donné dans l'entreprise, ben, il n'y a plus de distinction de direction d'origine, de métier, d'âge, etc. Voilà, quand on repeint les péniches, les cabines de la péniche des Restos du Cœur sur les quais, on est tous en combinaison blanche, on est tous pleins de peinture, et il y a des directeurs, il y a des gens de la souscription, il y a des comptables, etc. Personne ne parle de son boulot. Euh, et puis par contre, après, quand on se recroise dans les couloirs, ça crée des relations différentes. C'est très basique, mais sauf que c'est le seul moment où on peut permettre ça. Donc voilà, ça c'est très important. De la même manière, par exemple, que un autre indicateur, c'est que quand 95% des gens qu'on envoie en mécénat de fin de carrière
basculent comme bénévoles quand ils passent à la retraite, ça, c'est un indicateur mesurable. On se dit qu'on a réussi notre coup parce qu'au-delà des 2 ans que l'entreprise a donné, finalement, ça va aider l'association pendant beaucoup plus longtemps. Il y a Merci, un autre. Olivier. Vas-y, je t'en prie, Charlotte. En fait, il y a pas mal, ça fait tout ce que tu viens de nous dire, ça fait écho à pas mal de sujets qu'on traite aussi au sein de Pro Bono Lab. Typiquement, enfin, tu nous parlais de la censure qu'il peut y avoir du côté des collaborateurs et qui est un fait, hein. Et tu nous parlais ensuite des ateliers d'intelligence collective. Et je me rappelle que pendant notre échange, euh, tu t'as soulevé le fait que c'était intéressant aussi de proposer des ateliers d'intelligence collective au sein de l'entreprise une fois que le dispositif d'engagement était lancé et plutôt bien implanté, justement réunir des personnes qui ne traitent pas du tout les sujets RSE autour de la table pour les impliquer sur le sujet et réfléchir tous ensemble là-dessus. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous dire quelques mots à ce sujet et nous Ouais. préciser en quoi c'est bénéfique pour l'entreprise de proposer ce type d'atelier? Alors, en fait, ça traduit une espèce de cycle de vie de la RSE dans l'entreprise. Il y a encore une dizaine ou une douzaine d'années, on était plus dans le plaidoyer, dans le lobbying quasiment, dans la stratégie d'influence pour que les gens prennent conscience des enjeux sociétaux auxquels on devait se confronter. Donc, il fallait convaincre. Ensuite, on est passé dans une forme d'action où on a construit des dispositifs, et là, tout ce que je viens de décrire en fait partie, hein. On a vraiment embarqué les gens, donc on n'était plus dans la conviction, on était dans la mise en œuvre. Et puis après, il y a la co-construction. Et donc c'est là que, effectivement, quand on a atteint une certaine maturité, on peut demander aux gens de venir travailler avec nous sur des sujets qu'ils croient ne pas connaître, hein. Quand on fait travailler les gens sur la RSE, ils disent: mais moi je ne suis pas un professionnel de la RSE. Mais quand on commence à les embarquer, ce qu'on a fait nous chez Allianz avec un programme qui s'appelait Alliance for Good, où on a 140 collaborateurs de toutes les directions qui sont venus travailler sur des sujets, en fait, ils résonnent avec leur casquette à la fois de collaborateurs, mais aussi leur casquette de citoyens, leur casquette de consommateurs. Et donc, ils nous ont permis de faire évoluer, par exemple, nos offres de services, nos produits d'assurance, la manière dont on était plus ou moins inclusif. On a trouvé des trous dans la raquette dans nos services, dans la manière dont, en tant que professionnels Allianz, ils abordaient les achats, par exemple. Est-ce qu'ils font des achats responsables? Dans la manière dont ils abordent la question de la qualité de vie au travail, qui est une question de RSE extrêmement importante. Et donc ça c'est une marque de maturité. Et l'étape suivante, c'est celle dans laquelle on est entré, c'est que maintenant, la RSE a complètement envahi le plan stratégique d'Allianz. D'ailleurs, il est basé sur 5 piliers, et il y en a un qui s'appelle l'axe engagé. Donc c'est vraiment devenu au cœur de la construction du plan stratégique. Et ça fait partie des objectifs qui sont fixés aux dirigeants, ça fait partie des objectifs collectifs qui sont fixés aux équipes, que de contribuer à cette politique de RSE. Mais encore une fois, ça suit un chemin. Voilà, faut pas aller trop vite, il faut que déjà les gens aient compris que c'est pas la danseuse de l'entreprise, la RSE, et que c'est pas l'apanage non plus d'une direction ou d'un département. On est là pour animer. Ouais, je me rappelle que pendant notre échange pour la préparation du webinaire, tu insistais justement beaucoup sur le fait que voilà, il faut aussi y aller par vagues successives pour que la démarche en fait elle reste sincère, impactante et puis qu'elle reste aussi en accord avec la culture d'entreprise et ce qui se fait. Alors, la culture d'entreprise, c'est important, Charles, puisque tu le cites, je vais en parler un peu, parce Vas-y. que, en fait, il ne faut surtout pas imaginer qu'il y a des consultants qui ont le guide de la mise en œuvre de l'engagement dans l'entreprise. S'ils disent ça, c'est qu'il y a un souci. En fait, c'est très, très lié à chaque entreprise. D'abord, tout à l'heure, j'évoquais la pyramide des âges. Moi, je discute beaucoup par exemple, avec la Fondation Accenture. Ils n'ont évidemment pas du tout la même problématique, les mêmes objectifs en termes d'engagement collaborateur, dans la mesure où ils ont un turnover de 3 ans, ils n'ont que des jeunes diplômés hyper qualifiés, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a les structures managériales. Est-ce qu'elles sont plus ou moins converties, convaincues, et donc est-ce qu'elles vont faciliter les choses? Il y a le plus haut niveau, le top management. Est-ce que le top management
est à la manœuvre et finalement réclame des choses, et on est là pour les trouver, ou est-ce que le top management reste à convaincre? Il y a des entreprises où c'est le président qui donne l'impulsion et qui veut faire avancer tout le monde et qui dit ça va pas assez vite. Il y a d'autres entreprises où au contraire il va falloir un temps d'acculturation plus important. Donc ça c'est très important, et ça veut dire que ça oblige à faire un travail sur soi-même, un travail d'introspection dans l'entreprise pour comprendre un peu la sociologie du personnel, et puis la manière d'activer tel ou tel levier. C'est pour ça que, par exemple, on ne va pas forcément commencer par les mêmes dispositifs d'engagement collaborateur, selon qu'on est dans un cabinet de consultants ou dans une grande entreprise du monde de la banque assurance ou dans l'industrie. Donc, il faut bien connaître son entreprise, bien connaître les leviers et bien connaître les gens. Pour rebondir aussi sur justement le fait d'embarquer en fait les managers pour s'assurer que les différents salariés qui composent l'entreprise puissent se mobiliser sans rencontrer ce frein-là. Je sais que tu m'avais justement parlé d'une formation en fait des managers à leur arrivée à la RSE de l'entreprise. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, depuis maintenant 2 ans, on est venu s'intégrer dans la formation qui est donnée aux nouveaux managers, donc les gens qui viennent d'être nommés managers ou qui viennent d'entrer dans l'entreprise comme manager. Et plutôt que de faire une formation théorique un peu barbante sur ce que c'est que la RSE, avec toute la terminologie qu'il y a derrière, on a choisi de plutôt l'aborder par le biais de « Et vous, en tant que manager, qu'est-ce que vous faites pour la RSE ?» Et au début, c'est assez perturbant pour certains. Ils se disent bah, « Rien ». Bah si, vous faites certainement des choses, mais vous ne le savez peut-être pas. Hein. Donc, par exemple, maintenir un bon climat social, écouter les gens, bah, c'est de la RSE. Hein. Donc, ils font de la RSE comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et on les fait travailler en atelier sur ces sujets-là. On les fait travailler en atelier, on leur dit, mais finalement, si quelqu'un de votre équipe vient, que c'est un peu une période de rush, et qu'il vous demande de se libérer une journée pour participer à un dispositif d'engagement, qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, la plupart du temps, ils disent tout de suite: «Ah bah non, mais moi j'accepte, il n'y a pas de problème». Puis après, ils disent: «Ouais, mais enfin bon, si c'est une période de rush quand même, ça pose des questions» et cetera. Donc, on n'est pas là pour les juger. On est là pour leur dire: «Mais vous voyez, ça, c'est un acte de management et on peut parfaitement comprendre que vous ayez des difficultés à libérer les gens, mais faites-le en conscience». Et faites-le en conscience, ce qui fait que s'ils reviennent 6 mois plus tard pour vous demander à nouveau de s'engager et que vous répondez à nouveau que ce n'est pas possible, bah, peut-être que vous n'avez pas anticipé et que vous ne vous êtes pas donné les moyens de ça. Hein. Donc c'est très important parce qu'encore une fois, je citais les managers sans les stigmatiser comme étant vraiment des leviers importants parce qu'ils peuvent faciliter l'engagement comme ils peuvent le freiner. Et c'est aussi à travers ça qu'on peut y travailler. C'est en les faisant travailler par eux-mêmes. Et là, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'intégrer les formations de managers confirmés. Donc, non plus seulement les nouveaux managers, mais ceux qui sont déjà managers depuis longtemps, pour retravailler un peu sur leur pratique et donc venir à nouveau mettre de la RSE dans leur pratique. En fait, ce que je trouve globalement hyper intéressant dans tout ce que nous raconte, c'est qu'en fait, la RSE, l'engagement citoyen des collaborateurs, ce n'est pas un sujet qui doit être isolé et traité à part, mais en fait, c'est un sujet qu'on doit retrouver à tous les niveaux. Donc, tu nous parlais, par exemple, du fait d'embarquer la communication avec soi pour se réserver des fenêtres de tir et pouvoir, du coup, rendre visibles les actions d'engagement qui sont proposées, mais surtout les salariés qui s'engagent. Le traiter aussi comme un sujet RH dans le cadre de l'intégration de nouveaux managers ou de formation des managers qui sont déjà là. Et aussi comme un sujet stratégique, comme tu nous disais, dont s'est emparée la direction dans le cadre du plan 2025. Tu as commencé à nous parler en gros de la principale recommandation en fait, que tu ferais à une entreprise pour se lancer, dans quel contexte le faire. Typiquement, tu commençais à nous parler qu'il était très important de bien connaître son entreprise et savoir pourquoi on a envie de proposer à ses salariés de s'engager. Donc, je te laisse poursuivre en ce sens pour clôturer.
Oui, oui. En fait, c'est un point essentiel de savoir pourquoi on a envie de s'engager. Parce que parfois, on n'a pas la réponse à cette question. Et on pourrait être tenté de penser que certaines entreprises disent il faut construire des dispositifs d'engagement parce que les autres le font. Ce qui n'est pas en soi une réponse complètement satisfaisante. Alors oui, effectivement, si on se retrouve un peu à la traîne dans un monde où d'autres entreprises proposent des choses et qu'on n'en fait pas, ça peut être gênant. Et ça ne peut pas être le motif principal. À un moment donné, si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris réellement sa vraie responsabilité sociétale. Donc nous, ce qu'on dit souvent, c'est que puisque aujourd'hui on est dans une époque où on a demandé aux entreprises de raisonner et de réfléchir sur leur raison d'être, à un moment donné, il y a une déclinaison de cette raison d'être dans sa politique RSE et notamment dans sa politique d'engagement collaborateur. Et donc ça veut dire que il faut se poser des questions de savoir, par exemple, sur quelle cause on veut se positionner. On ne peut pas être partout. Et il y a des causes qui sont plus ou moins légitimes. Il est évident que quand on est dans l'industrie, quand on s'appelle Total Energy, on a des problématiques environnementales à gérer qu'on ne va pas retrouver dans le monde de l'assurance, par exemple. On va le faire différemment. Donc choisir ces causes, laisser les collaborateurs s'exprimer là-dessus, parce qu'ils sont aussi très importants dans la construction de la raison d'être. S'ils ne se l'approprient pas, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est le maître mot, c'est effectivement pour une entreprise qui veut y aller, c'est dire aux gens qu'ils doivent être acteurs. Ils doivent être acteurs et quelque part, ne pas se fermer sur des sujets qui auraient été choisis par une espèce de comité de pilotage centralisé, accepter l'idée que peut-être on est attendu sur d'autres sujets. Donc encore une fois, ça nécessite de bien connaître son entreprise. Pour bien la connaître, il faut aller l'interroger, parce que parfois on croit la connaître. Et quand on fait des ateliers d'idéation, on est très surpris par les idées qui sortent. Nous, par exemple, on est positionné sur les domaines de la santé et de la jeunesse. Et puis, il y a des gens qui nous disent, oui, mais en fait, on devrait se positionner sur les territoires. Voilà, parce qu'on est une entreprise qui est présente partout en France, y compris dans les zones rurales. Aujourd'hui, il y a des vraies problématiques territoriales. Il y a une diagonale du vide en France, il y a des déserts médicaux, il y a des déserts commerciaux. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, on devrait se positionner là-dessus. Ah, ce n'est pas incompatible, hein, parce que, par exemple, ça nous a permis de nous interroger et de se dire, ben, on fait beaucoup de mentorat pour les quartiers prioritaires de la ville. Et au final, là, on vient de signer un partenariat avec Chemin d'Avenir pour faire du mentorat pour les jeunes de la France dite périphérique, donc la France plus rurale. Donc ça veut dire on a entendu ce que nous ont dit les collaborateurs. C'est pas venu se télescoper avec ce qu'on faisait, c'est venu finalement enrichir ce qu'on faisait déjà. Donc c'est ça pour moi, il n'y a pas de secret. Mais savoir qui on est et savoir où on veut aller, ça c'est essentiel. Si on ne se donne pas un cap derrière, et ensuite savoir s'appuyer en interne sur des réussites, sur des illustrations de retour d'expérience pour montrer que ça marche, pour montrer que ça a un impact. Interroger non seulement les collaborateurs, mais interroger les associations, parce que derrière, ce sont quand même elles les bénéficiaires in fine. Donc c'est ce qu'on fait maintenant dans le cadre de notre journée de l'engagement. On veut avoir les deux retours. Ça me paraît être le point important. Et utiliser également, dans le bon sens du terme, les gens qui sont très très engagés. Moi j'appelle ça les poly-engagés. Ceux qui sont un peu partout, qui veulent vraiment faire bouger la maison. Il faut en faire sa garde rapprochée, quoi. Il faut que ces gens-là nous aident à faire diffuser les sujets dans l'entreprise et à embarquer les autres. Voilà les conseils très pragmatiques. Hein. Ce que je dis n'a rien d'une espèce de... J'évangélise pas, hein, je fais juste des retours d'expérience. Merci Olivier. Et juste pour finir, tu parlais de bien connaître son entreprise et justement pour s'assurer aussi de toujours bien la connaître. Une fois que le dispositif est lancé et existe depuis plusieurs années, tu m'as parlé des petites études sociologiques que tu mènes en interne justement pour comprendre les tendances d'engagement et t'évoquais le fait que ça permettait en fait aussi
d'identifier voilà, peut-être des départements dans le cadre desquels on n'arrivait pas à mobiliser des équipes et du coup de lever certains freins. Donc voilà, si tu veux peut-être très rapidement nous en dire un mot parce que je pense Bien que ça va sûr. être précieux. Là, par exemple, je ne vais pas tarder à publier un petit article interne qui s'appellera L'engagement a-t-il un genre? Pourquoi? Parce qu'en étudiant justement maintenant sur les 3 ou 4 dernières années les dispositifs d'engagement, on s'aperçoit que 75% de femmes s'engagent. Enfin, parmi les engagés, il y a 75% de femmes. Donc ça interroge. Dans une entreprise qui est à peu près aujourd'hui à la mixité, hein, ça nous interroge. Donc à un moment donné, pourquoi les hommes sont moins engagés? Est-ce qu'il y a des dispositifs sur lesquels ils sont engagés et d'autres pas du tout? Peut-être que derrière la moyenne, il y a des disparités. De la même manière, il y a des directions qui s'engagent beaucoup plus que d'autres. Alors je citais tout à l'heure le distinguo entre les directions opérationnelles et fonctionnelles, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être lié à de la méconnaissance, ça peut être lié à des modes d'organisation du travail. Donc là, après, on peut se dire, est-ce qu'on fait un peu de gamification? Est-ce que, par exemple, on crée du challenge dans l'entreprise et on se dit, allez, cette année, on va faire le classement des directions les plus engagées. Là encore, il y a des boîtes dans lesquelles ça se fait très facilement et ils adorent ça. Il y a des boîtes dans lesquelles ça peut être très stigmatisant et très contre-productif de montrer du doigt finalement que certaines directions sont très peu engagées. Donc on préfère, nous, parce qu'on connaît bien la boîte, aller le traiter en ayant ces éléments d'analyse et en allant voir les directeurs ou les directrices concernés ou en intervenant dans les plénières, en se disant c'est peut-être par ce biais-là qu'on va pouvoir mieux faire connaître les sujets. Mais c'est très important de faire de l'analytique. Sinon, le risque, c'est de créer ce que j'évoquais tout à l'heure, une fracture interne dans l'entreprise, avec en plus derrière des commentaires du genre « Ah ben oui, mais il y a ceux qui ont le temps de s'engager, hein, parce qu'ils n'ont quand même pas le même boulot que nous. » Donc ça, c'est vraiment pas top. Et puis également de créer une espèce de sensation, de sentiment de club de happy few, quoi. Voilà, on crée un club de la RSE, puis il y a des gens qui viennent s'amuser à faire des choses dedans, puis pendant ce temps-là, il y a ceux qui bossent. Très, très important de ne pas en arriver là. C'est pour ça qu'il faut y aller avec des pincettes, mais il faut y aller quand même au titre de l'analytique. Donc analyser son portefeuille de l'engagement, et puis essayer de trouver des leviers. Merci beaucoup Olivier pour ton témoignage qui je l'espère, a permis d'inspirer du coup nos différents participants. Donc, on peut commencer la partie questions-réponses. Peut-être que vous avez des questions en lien avec les différents retours que nous a fait Olivier. Je vois qu'il y a une main levée. Vincent Figuereau, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour ce moment d'échange qui est très très stimulant. Je viens de l'écrire justement pour Monsieur Renard. Moi, je suis dans une structure, en l'occurrence, qui est une organisation professionnelle, la Fédération nationale de la mutualité française, où le mécénat de compétences n'existe pas. Donc, ce sont des techniques et des procédés qui existent dans certaines de nos mutuelles adhérentes, mais à la FNMF, pour les collaborateurs de la FNMF, ça n'existe pas. Et moi, je suis responsable des partenariats et du mécénat au sein de la FNMF, au sein de la direction de la communication. Donc, j'étais très intéressé de ce que disait tout à l'heure Olivier Renard sur l'idée qu'il fallait absolument embarquer la direction de la com. Donc là, en l'occurrence, je suis moi-même à l'intérieur de cette structure et j'essaie depuis plusieurs années de lancer quelque chose, mais je vois bien que c'est très difficile à prendre. L'ARH est très, très rétive. Bien entendu, vous avez évoqué tout à l'heure les freins que constituent les appréhensions des managers de proximité, hein, qui disent bah oui, mais alors on n'a pas le temps, etc. On n'a déjà plus rien, on n'a déjà plus de moyens humains. Alors, c'est pas le moment de proposer un truc comme ça. J'ai affaire à des dirigeants au-dessus de moi, notamment le directeur de la communication et même je peux dire, les dirigeants du top management, le président, etc., qui est nouvellement élu, monsieur Éric Chenu, qui sont plutôt convaincus par l'idée qu'il faut faire quelque chose, mais finalement, rien ne bouge.
parce qu'au final, c'est la directrice des ressources qui dit non, non, mais attendez, on n'a pas le temps. Si vous croyez qu'on a que ça à faire, tout ça, c'est un peu la danseuse. Enfin, c'est toujours le même discours, quand même clichéique qu'on peut entendre sur le mécénat depuis que ça existe. Bon. Donc moi, ma question est comment est-ce qu'on peut démarrer quelque chose alors qu'il y a peut-être des choses qui pourraient servir de base. Hein. Alors, je vais vous donner juste un exemple, et je ne vais pas rester trop longtemps non plus pour monopoliser la parole, mais on a lancé un partenariat avec une association qui s'appelle Banlieue Santé. Bon, c'est une association, comme son nom l'indique, qui vient en aide à des populations qui sont souvent éloignées des soins et auxquelles la mutualité peut apporter évidemment beaucoup, comme vous pouvez imaginer. Bon. Eh bien, j'ai fait inscrire dans la convention une clause qui évoque le mécénat de compétences et qui évoque le fait qu'on pourrait, à terme, mettre à disposition de certaines actions de cette association des collaborateurs sur une base de volontariat, bien sûr, etc. Et là, je me dis que nous avons une base, mais il faut le lancer, c'est-à-dire il faut amorcer quelque chose. Est-ce que vous avez un conseil que vous pourriez me donner là maintenant, même si évidemment le temps que nous avons est très court, mais au-delà, est-ce que d'ailleurs nous aurions la possibilité de poursuivre un échange ensemble sur dans le cadre de cette démarche que j'ai impulsée? Alors, poursuivre un échange, pas de problème. D'ailleurs, je précise que nous faisons partie d'une alliance pour le mécénat de compétences auprès de 26 ou 27, De je sais Marianne plus. Échette, Marianne Échette. Voilà. Et donc, dans les 7 priorités de notre alliance, il y a effectivement favoriser le passage à l'acte d'autres entreprises et notamment de structures peut-être de taille plus petite que celle de l'alliance. Donc oui, bien sûr. Ensuite, un conseil, ben, comme d'habitude, il faut s'appuyer sur des gens qui sont déjà convaincus. Donc j'ai compris que vous aviez, c'est déjà une bonne nouvelle, un directeur de la com et puis peut-être encore autre chose, un directeur général ou autre qui sont convaincus. Donc ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez un niveau inférieur au niveau d'un département ou d'un